Bien, bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis Pierre-François. Je suis le doyen de l'école de la recherche. Je vais vous parler de l'utilité de la recherche en sciences sociales au XXIe siècle. Quand j'étais petit, les profs m'aimaient pas. Quand je faisais mes études, les profs ne m'aimaient pas parce qu'ils m'avaient dit, en fait, le problème, Pierre, c'est que dès qu'on te pose un sujet de dissertation, tu commences par passer la moitié de ton introduction à expliquer que le sujet est mal posé, qu'il est désagréable, qu'il est idiot, qu'il aurait fallu poser une autre question, etc., etc. Alors moi, à l'époque, je ne voyais pas très bien ce qu'il disait parce que je me considérais fondamentalement comme un bon gars. Et donc, je n'ai pas beaucoup fait attention à cette remarque. Et puis au moment de préparer là, le topo que je vais essayer de vous présenter, je me suis souvenu de cette remarque que me faisaient mes profs et je me suis rendu compte que c'était ce que j'étais en train de faire. J'étais en train de me dire, mais en fait, le sujet est quand même... C'est emmerdant ce sujet, quoi, quand même. C'est désagréable. Et je me suis dit, allez, il ne faut pas que tu fasses ce que tu faisais quand tu étais étudiant, expliquer que le sujet n'est pas bon. Et puis si. Donc, ce que je vais faire, c'est un premier décalage d'abord, parce que la thèse fondamentale que je vais essayer de défendre, c'est que la réponse qu'on peut apporter à cette question, à mon sens, n'est pas, dans ces grandes lignes, très différente la réponse qu'on peut donner aujourd'hui dans ces grandes lignes n'est pas très différente de celle qu'on aurait pu donner il y a 150 ans. Je pense que les bases des arguments sont globalement les mêmes. Par ailleurs, je voudrais quand même souligner le caractère un peu asymétrique de cette interrogation sur les sciences sociales. On pose la question de l'utilité des sciences sociales. On a posé aussi la question de l'utilité du journalisme. À certains égards, on a posé aussi peut-être pas la question de l'utilité du droit, mais l'utilité de la formation au droit. Mais, par exemple, cher Philippe, on n'a pas posé la question de l'utilité de l'État. On aurait pu se poser cette question-là. Finalement, il y a plein de sociétés qui se sont organisées de telle sorte que des institutions étatiques qui monopolisent la violence, qui monopolisent le fisc, etc., tout ça n'émerge pas. Donc, ça veut bien dire que l'existence de l'État, elle ne va pas de soi. Donc, on aurait pu poser cette question-là. On ne l'a pas posée. Donc, il y a une asymétrie qui est une asymétrie que je trouve, disons, un peu désagréable, puisque, à certains égards, nous demander à quoi nous servons, c'est aussi nous demander pourquoi nous existons. Donc, ce que je suis censé faire là, essayer de faire là maintenant, c'est d'essayer de me justifier dans mon être, finalement. Voilà, c'est une espèce de moment métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, hein, sur mon périmètre étroit? Voilà, c'est un moment leibnizien de l'après-midi qui est un petit peu désagréable, mais qui n'est pas inhabituel. C'est-à-dire que c'est une question qu'on me pose très souvent. Voilà. Et donc, comme on la pose très souvent, j'ai des réponses toutes faites. J'ai deux réponses toutes faites que je vais très inégalement développer. Qui, évidemment, comme c'est une question que je trouve pas forcément super sympa, les réponses que je fais sont parfois des réponses qui sont un petit peu agressives. Alors, je vais vous donner la formule un peu agressive, et puis après ça, je vais essayer de lui donner une forme, disons, un peu plus recevable en société. La première population qui me demande à quoi servent les sciences sociales, c'est mes amis. C'est les gens avec qui j'ai fait mes études, y compris dans cette maison, il y a longtemps, 30 ans maintenant, et qui me disent « Mais on ne comprend pas quand même, Pierre, tu travaillais bien quand même, tu étais un bon élève et tout, pourquoi tu fais des sciences sociales ?» Allez, on reprend un peu de Pauillac et dis-nous, à quoi ça sert en fait les sciences sociales? Non, sans blague. Alors, à ces amis, je réponds toujours, en fait, les sciences sociales, dans les sociétés occidentales, depuis à peu près 150 ans, ça sert à reproduire la classe dominante. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Si vous regardez, la France est un cas un petit peu à part, je vais y revenir, il faut ajouter une condition supplémentaire en France. Mais si vous regardez la manière dont on accède aux élites dans la plupart des pays occidentaux, européens, ou en Amérique du Nord, dans ces pays-là, la fabrique scolaire des élites est beaucoup moins puissante. Ça passe par des écoles, etc., mais il n'y a pas une telle matrice que celle qu'on connaît en France. Mais malgré tout, il y a cette idée que les élites passent par un certain type de formation, et ces formations sont très majoritairement des formations dans lesquelles il y a des sciences sociales. De ce point de vue-là, la France, c'est un petit peu particulier, parce que la France a choisi de fabriquer ses élites par des canaux qui sont des canaux un peu différents. Pas complètement différents,
mais cette légère différence permet de renseigner sur la place de Sciences Po dans le champ de l'enseignement supérieur en France. Du coup, la réponse à l'utilité des sciences sociales en France, c'est ça sert à reproduire la classe dominante quand ses rejetons sont nuls en maths. Pourquoi ? Parce que, en France, on a choisi de produire nos élites avant tout à travers la matrice des grandes écoles d'ingénieurs, qui est un choix hyper original dans les sociétés occidentales. C'est très rare. On est quasiment la seule société à faire ça. Et, suivant des mécanismes qui seraient un petit peu longs à expliquer, du coup, on a donné aux mathématiques un rôle qui est un rôle déterminant dans l'accès aux écoles d'élite en France. Ce qui, entre parenthèses, quand on est de très longue date avant-dernier de l'OCDE en maths, on traduit un choix et une stratégie collective qui est une stratégie collective un peu particulière qui consiste à reproduire ces élites en appuyant une grande partie de la sélection sur un point faible. La seule école d'accès aux élites et qui joue un rôle déterminant dans l'accès aux élites. Si vous regardez les élites économiques, les élites administratives, les élites politiques en France depuis à peu près 150 ans, depuis les années 1880 en gros, vous avez deux lieux scolaires de fabrique des élites. Vous avez l'école polytechnique et vous avez Sciences Po. Et Sciences Po joue un rôle déterminant dans l'accès aux élites. Pourquoi ? Parce que c'est à la fois la voie d'accès privilégiée à la haute fonction publique, nous le savons tous, mais c'est aussi la voie d'accès à ce qu'on appelait au XIXe siècle la haute banque. Donc Sciences Po joue un rôle qui est un rôle déterminant, et dans l'accès à Sciences Po, il n'y a pas de maths. Certains, dont je suis, le regrettent, parce que je pense que les maths, c'est utile, n'est-ce pas, Philippe ? Mais, en l'occurrence, ça signifie que les sciences sociales, par le biais de Sciences Po, jouent un rôle déterminant, historiquement, en France, dans la production et la reproduction des élites. Donc la première réponse, que je ne vais pas développer beaucoup plus, c'est une réponse qui est une réponse historique, factuelle. À quoi servent les sciences sociales, aujourd'hui comme hier ? À régler l'accès aux positions d'élite. La deuxième réponse que je vais développer davantage est une réponse que je donnais régulièrement à un autre type de population. Donc là encore, je m'excuse, la réponse que je vais donner est une réponse un petit peu agressive, mais que je vais essayer de développer parce que c'est, je crois, un élément qui est un élément vraiment auquel je crois très profondément. Cette population, c'était une population d'étudiants, en l'occurrence, essentiellement des garçons, puisque c'était une population en grande école d'ingénieurs à Polytechnique, où j'ai enseigné la socio pendant 10 ans. J'étais prof de socio à l'IX pendant 10 ans. Alors, quand vous êtes prof de socio à l'IX pendant 10 ans, vous ne vous faites pas beaucoup d'illusions sur votre statut. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes encore un peu en dessous du prof de dessin, quoi. Et donc, moi, je faisais mon cours, je commençais, et puis bon, au bout d'une heure, en général, il y avait un étudiant qui était au premier rang, puis qui levait le doigt, puis qui me disait « Non mais, type, bon, vous voyez qu'il se prenait pour un grand scientifique, parce qu'il sortait quand même de 2 ans de prépa, donc bon, il était fort, quoi. » Et il me regardait avec un mélange d'amusement goguenard et de commisération, et il me disait « Non mais monsieur, à quoi ça sert, là, tout ça ? À quoi ça sert ?» Alors ma réponse... Il était 8h du matin, donc évidemment j'étais un petit peu énervé, j'avais dû aller à Palaiseau, etc. Donc voilà, me faire remettre en cause dans mon existence même à 8h du matin, ça m'agaçait. Donc je disais, écoutez, les sciences sociales, ça permet de nous distinguer du singe. Alors évidemment, c'était un peu rugueux comme réponse, mais c'est une réponse à laquelle je crois très profondément. Et en tant que doyen d'une école qui forme des chercheurs, j'ai une croyance très profonde dans le fait que la production de savoir est au cœur de ce qui constitue notre humanité. Et je n'ai pas du tout peur d'employer des grands mots. La production de savoir doit se saisir sur un fond qui est un fond anthropologique. Ce n'est pas quelque chose de latéral. On n'a pas besoin d'expliquer ou de justifier le savoir par autre chose que lui-même. Et c'est un point que je dis systématiquement à chaque rentrée de l'école de la recherche, et j'y tiens,
Et je ne suis pas tout seul, parce qu'en énonçant cela, je suis en compagnie de penseurs comme Aristote ou Descartes, donc finalement, je me sens un peu rassuré. Ayant dit cela, évidemment, il faut immédiatement avancer que le savoir des sciences sociales, ça n'est pas n'importe quel savoir. C'est d'abord un savoir qui, comme l'a développé Marie, est un savoir qui met au cœur de son existence la recherche de la vérité. Alors, Marie a très bien parlé de la nécessité, effectivement, enfin des dangers du mensonge et de la nécessité de rechercher la vérité. Je voudrais simplement expliquer par une petite boutade que cette recherche de la vérité, elle n'est pas partagée par tout le monde, pas seulement par des grands méchants qui, etc., manipulent l'opinion, des complotistes et tout, mais qu'il y a aussi toute une dimension dans cette production de savoir qui nous définit dans notre humanité, un rapport à la vérité qui peut être un rapport de déni de la vérité. C'est dans les entretiens avec Bogdanovich, Orson Welles, à un moment, est pris en flagrant délit de mensonge. Il discute avec Bogdanovich de Mizoguchi, et puis il dit, mais Mizoguchi, j'ai entendu parler de lui, je ne sais pas qui c'est, etc., etc. Et Bogdanovich lui dit, mais si, regarde, dans tel entretien, tu parlais de Mizoguchi, tu commentais les titres de ses films et tout. Donc Welles se débat pendant 1 minute ou 2 en disant, non, je t'assure, je n'ai jamais vu. Puis il finit par dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, j'ai menti. J'ai menti, mais il faut que tu comprennes que la vérité, c'est une qualité qui est très surestimée. En fait, une histoire, et pendant très longtemps, en fait, c'est comme ça qu'on a produit du discours en Occident. Une histoire, son intérêt, c'est d'être édifiante, c'est d'être amusante, c'est d'être stressante, c'est d'être intéressante, mais c'est certainement pas d'être vraie. Et la spécificité, le lieu spécifique du discours qu'énoncent les sciences sociales sur le monde social, comme le journalisme, c'est précisément de dire, OK, notre histoire sera peut-être ennuyeuse, elle sera peut-être moins amusante que celle que racontait Orson Welles quand il prétend ne pas connaître Mizoguchi, alors qu'en fait il le connaît. Peut-être que cette histoire est ennuyeuse, mais elle est vraie. Alors, cette deuxième spécificité des sciences sociales, les vérités qu'elles énoncent coexistent entre elles et coexistent avec d'autres types de discours qui, eux aussi, prétendent à une forme de vérité. Je prendrai ici un exemple qui tourne autour des peintures noires de Goya. À la fin des années 1810, Goya a acheté une ferme à côté de Madrid, fin de sa vie, et il a peint à fresque, sur des murs de plâtre, des fresques extraordinaires que vous connaissez, Saturne dévorant ses enfants, etc. Enfin, vous les avez tous et toutes, je pense, dans l'œil, qui sont des peintures d'une puissance et d'une violence inouïes et qui vont jeter les bases de la modernité en peinture. Exactement de la même manière qu'à la même époque, autre énigme, Beethoven s'enferme pour écrire les derniers quatuors et jeter les bases de la modernité musicale. L'existence des peintures noires est, pour ceux qui s'intéressent à la peinture, une très profonde énigme. Comment ce peintre de cour a-t-il pu choisir de s'enfermer pour produire des œuvres aussi puissantes, qui pendant des décennies ont été quasiment invisibles, du fait qu'elles étaient dans une ferme un peu éloignée de Madrid, etc., que c'était extrêmement difficile de les voir. Pourquoi a-t-il fait cela? Qu'est-ce qu'elles veulent dire? Quand ont-elles été peintes? Au début d'un merveilleux livre qu'il consacre à ces peintures noires, le poète Yves Bonnefoy contraste deux manières de s'interroger sur la vérité de ces peintures noires. Il dit, au fond, pour accéder à la vérité des peintures noires, on peut choisir la démarche qui serait, c'est pas le vocabulaire de Bonnefoy qui est beaucoup plus élégant que moi, qui serait la démarche des sciences sociales. Et on essaie de comprendre ce qui a amené Goya à peindre les peintures noires. Est-ce qu'il les a peints avant ou après sa maladie? Est-ce que le caractère extraordinairement violent et funèbre de ces peintures traduit son angoisse devant la mort? Est-ce qu'il faut voir les peintures noires comme une série de commentaires sur la politique de son temps? On sait que Goya a énormément commenté politiquement, en dessin, en gravure, etc., parfois en peinture. Souvenez-vous, le 13 de Mayo, etc., etc. L'actualité politique immédiate. Est-ce qu'il faut lire les peintures noires ainsi? Donc, Bonnefoy dit, oui, on peut interroger les peintures noires comme ça, avec des outils des sciences sociales.
éventuellement avec les outils de la psychologie. Et on peut aussi, dit-il, mener une forme d'enquête poétique. Là encore, ce n'est pas son vocabulaire, qui essaye de discerner dans les peintures noires une question fondamentale que Bonnefoy discerne également dans les premiers travaux de Goya, quand il dessinait des cartons pour les tapissiers, qui est une interrogation autour de la question de l'être. Et là, la méthode et la réponse est complètement différente. Donc on va avoir, si on suit Bonnefoy, deux voies d'accès complètement différentes à des vérités qui elles-mêmes sont très largement différentes. Mais qui dit la vérité sur les peintures noires? On le voit évidemment, on a envie de dire Bonnefoy, et puis l'historien d'art, et puis celui qui va travailler au spectromètre pour comprendre sur quelle peinture préalable Bonnefoy a peint à fresque, etc. Les deux, bien sûr. Mais dire ça, c'est énoncer une forme de défi épistémologique qui est penser la possibilité d'articuler sur une même réalité des discours qui sont des discours différents, disjoints, et cependant toujours vrais, et en cela distincts des discours qui, sur ces peintures, pourraient être faux. Et donc ça, c'est une exigence qui est évidemment pas le temps de montrer comment cette question-là est traitée en épistémologie des sciences sociales, mais c'est une exigence qui est particulièrement ardue. On n'est pas dans un régime de vérité unique. Le savoir, par ailleurs, que produisent les sciences sociales, c'est un savoir, je l'ai déjà dit rapidement, c'est un savoir qui est un savoir austère. C'est un savoir qui est austère, qui est un savoir qui est exigeant, et qui est parfois, on peut l'ajouter, qui est même douloureux. Il est douloureux, d'abord pour celui qui le produit. Ça, c'est un discours que je tiens toujours aux étudiants quand ils rentrent à l'école de la recherche. Je leur dis, voilà, vous rentrez en master, vous rentrez en thèse, vous pensez déjà au papier que vous allez écrire, au grand livre que vous avez envie de publier sur tel ou tel sujet, mais en fait, ça ne va pas être ça, votre vie. Votre vie, ça va être d'aller faire des dizaines et des dizaines d'entretiens avec des gens dans des cafés, avec plein de bruit, des gens que vous n'aimez pas, qui sont désagréables, et puis vous allez récupérer les entretiens et vous allez passer des heures à les retranscrire. Ou alors votre vie, ça va être de travailler sur une base de données, et puis vous avez lu plein de régressions très chic comme ça, avec des résultats super propres, et puis vous allez patouiller sur cette base de données pendant des semaines, en croisant toutes les variables avec toutes les autres variables, en essayant de tester plein d'hypothèses présentées par le professeur Philippe Martin, en vous disant mais ça devrait marcher, et ça marche jamais. Et donc vous allez passer votre temps à essayer etc., etc., etc. C'est un travail qui est un travail monacal, difficile, ardu, souvent très ennuyeux. Mais les sciences sociales, c'est aussi un savoir qui est douloureux pour celui qui reçoit ce savoir. Là, ici, on peut suivre la lecture à la fois sombre, sinistre et complètement mégalomane que Freud propose de l'histoire des sciences. Freud, dans un texte de 1916, dit « L'histoire des sciences, c'est l'histoire d'une succession de blessures narcissiques ». Et il identifie 3 blessures narcissiques qui sont adressées par les sciences, dans leur développement moderne, au développement du sujet. Première blessure narcissique, Copernic. Tu crois être au centre de l'univers, tu n'es pas au centre de l'univers. Tu es sur un caillou paumé quelque part. Il n'y a plus d'anthropocentrisme de l'univers et de la création. Deuxième blessure narcissique, Darwin. Tu crois être totalement à part de la création. Tu crois être complètement différent des autres espèces. Pas du tout. Tu es un avatar, un demi-bout de virgule de transformation dans une chaîne causale qu'on peut faire remonter à des amphibiens. Et puis, troisième blessure narcissique, dit Freud, lui-même, Freud, tu crois être maître de tes actions, tu crois, par l'exercice de la raison, pouvoir contrôler ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu comprends du monde, pas du tout. Tu es agi par une série de déterminismes mentaux qui t'agissent à ton insu et qui t'agissent d'autant plus efficacement
que tu les ignores et que tu crois être maître de ton destin. À cette troisième blessure narcissique, Bourdieu, dans les entretiens avec Vacan, propose d'en ajouter une quatrième, celle qu'amènent les sciences sociales. Elle n'est pas très différente de celle de Freud. Elle consiste à dire tu crois être maître de ton destin, être maître de ce que tu crois, de ce que tu penses, de ce que tu aimes, etc., etc. Pas du tout. Tu es l'effet de causes qui te dépassent. Tu es l'effet de causes qui te dépassent, simplement ces causes ne sont pas des matrices psychiques liées à des traumas ou que sais-je. Ces causes qui te dépassent sont liées à des déterminismes sociaux. Des forces qui sont à l'extérieur de toi, qui pèsent sur toi et qui t'amènent à agir comme tu agis, à aimer ce que tu aimes, etc., etc. Tu n'es pas libre, tu es un atome que des forces extérieures manipulent. Alors, une fois qu'on a énoncé ces différents traits des sciences sociales, qui sont donc soucieuses de vérité, qui sont exigeantes, qui sont douloureuses, et qui doivent penser un régime de vérité qui rend possible la coexistence d'énoncés également considérés comme vrais, on a énoncé des propriétés des sciences sociales qui sont des propositions extrêmement générales. Très concrètement, ça se traduit dans nos pratiques de manière un peu différente. On peut dire que, pour filer une métaphore picturale, que ce que je viens de dire là, c'est en quelque sorte le point de fuite, et puis qu'ensuite, il faut comprendre comment, dans cette perspective, se construisent des lignes qui permettent d'arriver à ce point de fuite. Et ces lignes, j'en vois deux principales, historiquement, et elles étaient déjà constituées il y a 150 ans. C'est la ligne de l'expertise et la ligne de la critique. Alors, la ligne de l'expertise, tout d'abord. L'idée ici est assez simple. Elle consiste à dire que les sciences sociales se construisent sur une conviction qui est que pour intervenir dans le monde, il faut d'abord le comprendre. Quand je dis qu'elle se construit sur cette conviction, ce n'est pas une proposition qui est une proposition abstraite, c'est une proposition qui est une proposition historique. Les sciences sociales en France, elles ont été construites avant tout par des ingénieurs, avec cette idée que la société, c'est un moteur un peu compliqué, qu'il faut savoir le démonter et le remonter correctement. Les tout premiers économistes, c'est des profs de morale, c'est des curés, et puis, assez vite, ça devient des ingénieurs. Les tout premiers sociologues, c'est les ingénieurs. Alors, assez vite, il va y avoir des philosophes, mais il y aura toujours des ingénieurs. Simplement, ils sont moins bons que les philosophes, donc on ne les a pas retenus dans l'histoire, je veux dire, dans la manière dont on peut raconter l'histoire de la sociologie. Mais il y en a toujours eu, des ingénieurs. Aux États-Unis, il y a une très grande proximité entre la sociologie naissante et le travail social. Donc il y a vraiment cette idée que les sciences sociales doivent permettre de produire un savoir, de fabriquer un savoir, qui ensuite permet d'agir, soit à un niveau très macro, on pilote la société, comme ça. C'est un peu l'horizon dont tu parlais, Philippe, tout à l'heure, et que continuent d'avoir les économistes, péché d'hubris ou pas. Et ensuite, il y a cette idée-là, donc, que pour agir sur le monde, il faut d'abord le comprendre, est une idée qui n'a jamais quitté la sociologie, et qui a toujours été les sciences sociales, et qui est au cœur, je dois dire, de l'histoire de Sciences Po. Alors, de ce point de vue-là, Sciences Po permet d'introduire une difficulté, une tension, qui est que ce discours d'expertise sur le monde social, en fait, les sciences sociales, là encore, ne sont pas les seules à l'énoncer. Et qu'en France en particulier, il y a un discours sur le monde social, un discours d'expertise sur le monde social qui s'appuie sur des savoirs qui ne sont pas du tout des savoirs de sciences sociales, historiquement, qui sont des savoirs, en gros, administratifs. Un rapport de la Cour des comptes, jusqu'à récemment, il n'est pas appuyé sur des outils de sciences sociales. Il n'est pas appuyé sur les méthodes de sciences sociales, il ne fait pas référence à des résultats de sciences sociales, etc., etc. Et Sciences Po, de ce point de vue-là, est dans une position qui, historiquement, est une position un peu particulière. Parce que, précisément, à Sciences Po, on a, depuis très longtemps, fabriqué des hauts fonctionnaires qui vont produire du savoir administratif sur le monde social, et puis aussi des chercheurs. Au point que cette espèce de tension-là est telle qu'on a pu disqualifier pendant longtemps le savoir de sciences sociales produit par Sciences Po en disant « Ah oui, mais bon, en gros, tout ça, c'est du savoir d'État, c'est de l'idéologie dominante, et ce ne sont pas les sciences sociales. » On pourrait revenir sur les raisons pour lesquelles cette critique est désormais une critique qui ne peut plus être articulée. Je ne suis pas complètement sûr qu'à l'époque où elle était énoncée, elle tenait, mais en tout cas, aujourd'hui, elle n'est même plus articulable, à mon sens. Alors, ces sciences qui sont des sciences d'expertise, enfin qui peuvent l'être en tout cas, sont aussi des sciences qui sont des sciences très hétéronomes.
La propriété, enfin, l'une des propriétés des sciences sociales, c'est que, en fait, ce ne sont pas elles qui fixent leur agenda de recherche. Alors, je dis ça, je pourrais me faire tomber dessus par beaucoup de mes collègues, qui me diraient « mais pas du tout », etc., etc., etc. Je constate que les questions sur lesquelles nous travaillons sont des questions dans lesquelles nous ne sommes pas dans un rapport d'étanchéité avec le monde qui nous entoure. On le voit bien. Je veux dire, quelles sont les priorités actuelles scientifiquement à Sciences Po? Le numérique et l'environnement. On n'est pas coupé du monde. Et on n'est pas coupé du monde, y compris par des dispositifs qui sont des dispositifs qui peuvent être par ailleurs extrêmement problématiques, qui sont des dispositifs de financement. La moitié des thèses qui sont poursuivies à Sciences Po sont des thèses qui sont financées sur des contrats qui sont des contrats fléchés. Comprenez bien, ça ne veut pas dire que ce sont des thèses qui visent à répondre à une question précise ou qui visent à trouver une solution. Ce sont des thèses qui s'attachent, enfin qui sont financées par des gens qui disent, qui peuvent être des entreprises privées, qui peuvent être des acteurs publics, qui disent en fait on aimerait bien en savoir plus sur ça. Et donc pendant 3 ans, on va payer, pas très bien, un doctorant qui va nous faire un travail rigoureux, qui nous permettra d'en savoir plus sur ça. Dernier point sur les sciences sociales comme expertise. Très souvent, l'un des reproches qu'on adresse aux sciences sociales, c'est « Ah oui, mais vous n'apportez pas de solution ». Alors à cela, je voudrais quand même apporter 2 remarques. D'abord, très souvent, les sciences sociales n'apportent pas de solution parce qu'il n'y en a pas. Le monde social, c'est un monde qui est très puissamment inertiel. On se retrouve face à des problèmes qui parfois sont des problèmes qui ont 10, 20, 30, 50, 60 ans. Et donc l'idée du yaka faucon face à cette inertie, du doigt qu'on claque ainsi, ça ne marche pas. Deuxièmement, très souvent, en fait, les sciences sociales, enfin très souvent, il arrive que les sciences sociales puissent proposer des solutions, mais que ces solutions, en fait, le monde social n'en veuille pas. Je vais vous prendre ici un exemple fondé de ma propre trajectoire de recherche. Je vais vous raconter un peu ma vie parce que je la trouve assez intéressante. Quand j'ai commencé ma thèse, j'ai travaillé pendant 1 an à l'Opéra de Paris et j'étais payé par l'Opéra de Paris en un consortium qui réunissait, il y avait l'Opéra, il y avait Radio France, il y avait l'Orchestre de Paris, puis il y avait 2 ou 3 autres très grandes maisons comme ça, lyriques et d'orchestre parisiens. Et l'idée, c'était, ils me posaient une question très simple, c'était pourquoi on ne fait pas de disques? Il y a plein d'orchestres dans le monde qui enregistrent, plein de théâtres lyriques qui font des captations vidéo de leurs spectacles, et nous, on n'y arrive pas, pourquoi? Alors moi, j'ai passé 1 an à faire une enquête systématique. J'ai visité tous les théâtres, tous les orchestres en Europe et aux États-Unis. Et dans chacun de ces lieux, j'ai identifié les régimes d'emploi, les coûts, la proximité au studio d'enregistrement, etc., etc. Tout ça, je l'ai identifié. Et puis, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, le facteur qui était déterminant, ce qu'il fallait faire, et moi je travaille directement avec les patrons de ces boîtes, j'aurais dit, mais en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, il faut que vous preniez les clés que vous avez en main et que vous les posiez sur la table et que vous laissiez quelqu'un d'autre les prendre. Les maisons de disques, elles ne travaillent pas avec un orchestre. Les maisons de disques, elles travaillent avec un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, ensuite, il choisit son orchestre. Donc, il faut recruter un chef d'orchestre avec qui les maisons de disques auront envie de bosser. Ah oui, mais vous n'y pensez pas? Les chefs d'orchestre avec qui les maisons de disques ont envie de travailler, c'est les chefs d'orchestre qui vont vouloir tout diriger ici. La preuve, regardez, Rattle à Berlin, il fait ce qu'il veut. Ben oui. Donc, il faut que tu poses les clés sur la table, et le chef viendra les prendre, et puis toi, tu n'auras plus de pouvoir. Bizarrement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont toujours pas fait de disque. Et quand l'Orchestre de Paris a commencé, quand l'Opéra de Paris a recruté un chef qui, effectivement, commençait à tout régenter, là, ils se sont bien enregistrés des disques. Donc le problème ne vient pas nécessairement des sciences sociales. Je voudrais terminer en disant un petit mot des sciences sociales dans une perspective qui est une perspective critique. Alors, je vais aborder délibérément cette question-là sous un biais qui est un biais technique, parce que je pense que, là encore, le problème est un problème qui est un problème. Enfin, la question est une question qui est très ancienne, qui est simple et qui a été réglée. Donc, en dépit des affolements médiatiques qu'il y a pu y avoir, etc., sur le wokisme et tous ces machins-là, je pense fondamentalement que les coordonnées du problème sont stables et qu'elles n'ont pas changé.
La démarche critique en sciences sociales, elle s'organise autour de 3 arguments. Le premier argument, c'est « le monde n'est pas celui que vous croyez ». Ça, c'est un argument qui est extrêmement simple, qui est au cœur d'une démarche scientifique. Vous pensez que le monde fonctionne d'une certaine manière, il fonctionne autrement. Je prends un exemple rapide, l'école. Pourquoi réussit-on bien à l'école? La doxa nous dit, on n'y croit plus trop maintenant parce que ça fait 50 ans qu'on sait que c'est faux, mais la doxa nous dit, tu travailles bien à l'école parce que tu as du talent, tu es malin, et parce que tu as du mérite, tu travailles. Et puis, des sociologues sont passés par là et ils ont vu que, oui, peut-être, mais enfin quand même, c'est quand même vachement indexé sur l'appartenance de classe. La réussite scolaire, elle est quand même très, 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 très indexée sur l'appartenance de classe. Le monde n'est pas celui que vous croyez. Et c'est un constat de fait. Ce n'est pas une proposition métaphysique. C'est un constat qui est dans les données. Et on peut les tourner autant qu'on veut, on arrive toujours à ce constat-là. La difficulté, évidemment, des sciences sociales, c'est qu'elles se heurtent à ce qu'énonçait tout à l'heure Philippe, au fait que les acteurs sociaux, ils ont une théorie sur leur vie. Ils pensent, ce sont des objets qui pensent. Et parce que ce sont des objets qui pensent, alors quand on énonce un discours sur le monde, on rentre en concurrence avec ce que les acteurs pensent de leur situation. Quand vous travaillez sur un caillou, vous n'avez pas besoin de vous soucier. Votre discours ne rentre pas en contradiction avec ce que pense le caillou. Le caillou ne pense rien, il ne dit rien. Alors que quand vous énoncez quelque chose sur le monde, et que vous dites en fait le monde n'est pas ce que vous croyez, en gros, vous êtes dans une entreprise de dévoilement, et cette entreprise de dévoilement peut être douloureuse. Elle peut être d'autant plus douloureuse, deuxième argument, que très souvent, le fait que, ça c'est un argument classique qui pose des problèmes sur un plan logique, mais passons, le fait que les individus se trompent sur le fonctionnement du monde fait partie de ces conditions de fonctionnement. Si je dis, en fait, tu réussis très bien à l'école parce que ta maman est prof de philo et que ton papa est conseiller d'État, c'est très désagréable. Alors que si je dis, tu réussis bien à l'école parce que tu travailles et que tu as du talent, là, ça passe. Et le monde peut continuer. Donc, les conditions de persistance du monde sont parfois la méconnaissance sur le fonctionnement de ce monde. Et donc, énoncer un discours critique sur le monde, c'est mettre en cause, de manière quasi mécanique, le fonctionnement même de ce monde. Et ça fait partie des choses qui sont potentiellement, qui coincent, qui grippent et qui expliquent parfois des montées de fièvre, comme celles qu'on a pu connaître ces dernières années. Troisième proposition critique, c'est l'idée que le monde, tel qu'il fonctionne effectivement, est injuste. Alors là, si on suit Weber, on peut dire ça. Mais si on suit Weber, on n'est plus dans un registre scientifique. On est dans une proposition qui est une proposition normative. Et c'est pas grave, Weber l'a beaucoup fait lui-même. Neutralité n'est pas indifférence, disait-il, quand il visitait les soviets de Munich en 1919. Donc, il ne dit pas du tout qu'il faut qu'on reste dans sa tour d'ivoire. On peut porter une appréciation normative sur un fait que l'on analyse. Mais à partir du moment où on porte une appréciation normative sur le fait que l'on analyse, alors dans ces cas-là, on rentre dans un registre qui est un registre politique. Alors vous allez me dire, bien sûr, tout ça, cette séquence-là, question, démonstration, résultat, puis dénonciation politique, c'est un peu tartuffe. Parce que, vous me direz, mais certaines questions sont politiques. Quand je me demande si des individus racisés sont discriminés sur le marché immobilier, je pose une question politique, évidemment. Mais toutes les questions sont politiques. C'est aussi ce que nous dit Weber. Il n'existe pas de neutralité possible dans les questionnements que nous énonçons. Nous devons assumer leur dimension normative et ensuite blinder notre démonstration, l'expliciter de telle sorte qu'à la fin du compte, la réponse que nous pouvons ensuite qualifier normativement, en bien ou en mal, cette réponse-là, empirique, soit une réponse qui soit une réponse robuste. De ce point de vue-là, j'en terminerai là-dessus, vous voyez que les sciences sociales, y compris dans leur perspective critique, qui n'ont rien de nécessaire, mais qui sont l'une des dimensions qu'elles peuvent prendre, les sciences sociales, dans cette perspective critique, sont un outil fondamental qui nous permet de relativiser nos certitudes, nos convictions,
nos préjugés. Et à cet égard, et elles se relativisent elles-mêmes entre elles. Et à cet égard, les sciences sociales, c'est un gai savoir. Et c'est, je crois, là, le cœur de leur utilité. Merci.